Alors avant de commencer, peut-être que je vous explique rapidement cette photo. Cette photo, c'est la centrale nucléaire de Barsebäck, se trouve en Suède, juste en face de la capitale danoise Copenhague, à 20 km de la capitale danoise Copenhague. C'est la première centrale sur laquelle j'ai travaillé, qui est bien loin de ce que je vous montrerai malheureusement aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous emmènerai plutôt en France et parfois en Allemagne, et particulièrement sur un terrain qui aujourd'hui en France a un poids politique très important, qui est celui de la commune et de la centrale nucléaire de Fessenheim. Fessenheim, c'est cette commune qui se trouve ici, pour que vous puissiez la voir, à la frontière entre la France et l'Allemagne, tout contre le Rhin. Et elle abrite depuis les années 70 la première centrale nucléaire française. Et elle abritera aussi la première centrale nucléaire française à être démantelée. La décision de fermer la centrale nucléaire, elle est prise en 2012. Et au moment où on décide de fermer la centrale nucléaire, la mairie de la commune de Fessenheim accroche cette banderole entre le bâtiment de la mairie et l'église du village. Et cette banderole, elle symbolise le mouvement d'opposition contre la fermeture de la centrale qui naît en 2012. J'ai voulu utiliser cette image parce qu'elle représente bien l'étonnement qui normalement est à la base de tout travail du chercheur. Nous sommes en 2012 à Fessenheim et quand on décide de fermer la centrale, la commune s'y oppose, les populations s'y opposent et moins de 100 km plus au nord, en Allemagne, on ferme une autre centrale nucléaire sans qu'aucune opposition ne se crée. Et là est l'étonnement du chercheur et de comprendre pourquoi. Le géographe que je suis ne pouvait pas laisser uniquement penser que la question ne pouvait être que culturelle. Il devait y avoir d'autres différences qui expliquaient cette absence d'un côté de conflit et de l'autre côté l'apparition d'un conflit très fort. Pourquoi un conflit apparaît sur la question de l'énergie, sur la fermeture d'une centrale nucléaire? Ça invite le chercheur en géopolitique que je suis à réfléchir pourquoi est-ce qu'on associe toujours l'énergie au conflit? Qu'est-ce qui fait de l'énergie un objet politique tellement important, tellement fort, qu'il peut d'un côté mener certains pays à envahir d'autres pays, ou certaines associations, certaines communes à s'opposer à la fermeture d'une centrale. Alors aujourd'hui, je ne vous donnerai qu'une clé de lecture. Et c'est une clé de lecture qui a été proposée c'est un seul livre que je vous proposerai ce soir, par un chercheur qui s'appelle Timothy Mitchell. Dans un livre, La démocratie carbone, ou Carbon Democracy, dans lequel il analyse les liens entre la démocratie et le pétrole au Moyen-Orient. Et ce que nous dit Timothy Mitchell, c'est que pour comprendre les liens entre l'énergie et le politique, il faut revenir à la matérialité de l'énergie, c'est-à-dire à la manière dont l'énergie s'inscrit sur le territoire. Alors c'est ce que je vous propose aujourd'hui, en regardant la manière dont le nucléaire s'inscrit sur le territoire français, avec de temps à autre des petits regards jetés à l'Allemagne. Pour le géographe que je suis, travailler sur le nucléaire n'a pas forcément été toujours facile, pour une raison très simple qui est que dès son début, dès les années 50, la technologie nucléaire, elle a été pensée comme quelque chose qui allait aider l'homme à se séparer de la géographie et à se séparer des contraintes que faisait peser la géographie sur l'humanité. Le nucléaire militaire et la bombe atomique devaient servir à modifier le territoire. Avec par exemple le projet Chariot aux États-Unis qui prévoyait de créer des ports artificiels en Alaska en faisant exploser des bombes atomiques. Ou bien en ex-URSS, en URSS, les projets de faire inverser le cours des rivières en faisant exploser des bombes atomiques. Et il en va aussi pour le nucléaire civil, qui, grâce à sa très forte densité, grâce à la densité énergétique de l'uranium, devait permettre d'installer des villes là où aucun homme n'était jamais allé, en créant par exemple des villes sous dôme nucléaire dans l'Arctique et dans l'Antarctique, qui ont été très largement exploitées dans les bandes dessinées des années 50, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans les publicités faites par les industriels du nucléaire canadien, qui espèrent toujours pouvoir créer des villes sous dôme nucléaire. Si le nucléaire était pensé comme une technologie aterritoriale, loin de toute géographie, la réalité, elle est évidemment que le nucléaire crée du territoire et n'a cessé de créer du territoire. Et je vais vous le montrer sur la France. Alors très rapidement, avant, puisque je préfère poser des bases, je vais rapidement vous expliquer l'histoire du nucléaire français. Sans aller trop profondément, il y a quelques points à retenir. Le premier, il est que le nucléaire en France débute avant la Seconde Guerre mondiale, mais est créé sur le territoire après la Seconde Guerre mondiale. Et que finalement, de 1945 jusqu'à nos jours, la politique nucléaire française n'a changé qu'en 2012.
Ce n'est qu'à la suite de la catastrophe de Fukushima que le gouvernement français décide de baisser la part du nucléaire en France. Et en 2012, on vient mettre un frein à une histoire industrielle du nucléaire qui commence en 1974 avec le lancement de ce qu'on appelle le plan Messmer. Le plan Messmer, c'est la construction de centrales nucléaires de manière industrielle et systématique sur le territoire français. Alors, quelles sont les conséquences pour le territoire de l'arrivée de ces centrales ? La première conséquence, c'est ce que le géographe Louis Chabert a appelé la création des colonies nucléaires. En France, pour des raisons politiques, avant tout, on décide d'implanter les centrales nucléaires dans la campagne, loin des villes. Pour deux raisons très simples. La première, c'est qu'il faut être loin des villes s'il y a un accident. La deuxième, elle est que les villes étaient considérées comme des nids à militants antinucléaires. Les centrales s'implantent alors dans des territoires ruraux qui sont en déprise démographique, qui perdent des habitants. Et l'arrivée de la centrale, elle vient renverser cette dynamique entièrement. Et c'est ce que ce graphique vous montre, où tout simplement, les bâtons bleus symbolisent l'évolution et l'augmentation de la population entre l'arrivée et le début de la construction de la centrale et sa mise en fonctionnement. La population de ces petites villes de campagne explose. Elle double, voire elle triple pour la plupart d'entre elles. Et surtout, elle vient renverser des dynamiques de déprise démographique extraordinairement fortes. C'est le cas particulièrement de cette fameuse centrale de Fessenheim. Ces deux cartes, elles sont faciles à lire. Elles montrent l'évolution de la population, à gauche, avant l'arrivée de la centrale, à droite, après l'arrivée de la centrale. Avant, plus les communes sont rouges, plus on perd des habitants. Et Fessenheim est la commune qui perd le plus d'habitants. À droite, plus les communes sont vertes, plus on gagne des habitants. Et c'est la commune qui gagne le plus d'habitants dans le Haut-Rhin. Et donc, quand on parle avec les élus locaux, la centrale nucléaire, c'est ce qui a permis à la ville, à la commune de Fessenheim, d'exister. Et cette représentation, même 40 ans après la construction de la centrale, elle est encore extraordinairement forte. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une telle augmentation démographique ? Plusieurs raisons. Déjà, tout simplement, une centrale nucléaire, ça demande beaucoup d'ouvriers. Des ouvriers qui, pendant la construction, sont logés dans des baraquements temporaires et qui, plus tard, quand ils sont des salariés de la centrale, sont logés dans des appartements, des maisons qui sont construites par l'exploitant, l'opérateur de la centrale. La particularité de la France, c'est que les centrales nucléaires ne sont exploitées que par un seul opérateur, qui est une entreprise publique et qui a une politique d'aménagement du territoire très forte et une politique sociale très forte. Et donc cet opérateur, qui s'appelle EDF, va prendre en charge le logement des salariés de la centrale en les logeant à proximité directement de l'usine. Ce qui explique forcément que la population de la commune et des communes du nucléaire augmente très fortement. On concentre les populations dans un seul et même endroit. Alors, ça modifie la démographie, mais ça modifie aussi la géographie du site, où là, tout simplement, c'est une carte à une échelle fine du territoire, où ici, vous voyez les cités qui ont été construites pour les salariés de la centrale. Et aujourd'hui, quand la centrale va fermer, on ne sait pas quoi faire de ces logements. Parce que ces logements, ils ont un problème énorme, c'est qu'ils n'ont jamais été rénovés thermiquement, puisque les salariés de la centrale ne payaient pas l'électricité. Alors, passons rapidement de l'autre côté de la frontière pour voir si on a un parallèle. Et la réponse, elle est non. En Allemagne, les centrales nucléaires sont installées dans les villes. Soit dans la grande banlieue des villes, comme dans le nord de l'Allemagne, soit dans des campagnes qui sont très denses. Donc il n'y a pas d'influence démographique de l'arrivée des centrales en Allemagne. S'il y a une influence sur la démographie, il y a aussi une influence sur la sociologie des campagnes. La première conséquence, elle est sur la différence entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Les centrales nucléaires sont des sites où on a majoritairement des hommes qui travaillent. Ce que vous voyez, c'est la pyramide des âges des salariés de la centrale de Fessenheim. Et donc, dans les communes du nucléaire en France, on a une surreprésentation des hommes. Une surreprésentation des hommes et aussi une sous-représentation des emplois pour les femmes. Une autre conséquence de l'arrivée de la centrale nucléaire, elle se retrouve sur les compétences, les formations et les niveaux de formation des habitants. Les centrales nucléaires sont des usines dans lesquelles on a majoritairement des cadres supérieurs. En conséquence, les salariés des centrales nucléaires sont souvent diplômés du supérieur. Quelle est la conséquence pour le territoire ? C'est à nouveau sur ces cartes à l'échelle du département. Ces cartes montrent en réalité la part de la population qui n'a qu'un simple diplôme de collège. Et à Fessenheim, cette part, elle baisse énormément, voire elle disparaît complètement. Et inversement, la part des diplômés du supérieur, la part des professions intellectuelles, elle augmente très fortement. Et pendant très longtemps, jusqu'à il y a à peu près 5 ans, Fessenheim était la commune du Haut-Rhin dans laquelle on avait le plus de diplômés de l'université par habitant.
Alors, quelles conséquences ça peut bien avoir d'avoir beaucoup plus de professions intellectuelles ? Je vous montrerai après qu'une des conséquences, c'est qu'on a beaucoup d'associations qui ont été créées. Mais une autre conséquence, elle est sur le vote et sur la géographie politique dans cette région. Comme on a beaucoup de professions intellectuelles, et comme en plus on a dans les centrales nucléaires des syndicats qui sont très puissants, et en particulier un syndicat qui est la CGT, et que la CGT, la Confédération Générale du Travail, est très proche du Parti communiste français. Fessenheim était la commune du Haut-Rhin dans laquelle on votait le plus pour les communistes. Ce qui n'est pas rien, puisque l'Alsace, c'est plutôt une région dans laquelle on ne vote jamais communiste. On vote communiste jusqu'au moment où, en 2017, le candidat de l'extrême gauche, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, prend position contre la centrale nucléaire. Donc le nucléaire, c'est une industrie qui va modifier le territoire totalement, jusqu'à même ses habitudes politiques. Et on retrouve les mêmes dynamiques avec le Parti socialiste français. On vote beaucoup pour le Parti socialiste jusqu'en 2007, quand Ségolène Royal, qui gagne la primaire socialiste, prend position contre la centrale. Donc une centrale nucléaire, ça modifie la sociologie, la démographie et la politique du territoire. Bien évidemment, ça modifie aussi l'économie et la structure économique du territoire. Comme je vous le disais, les centrales, elles sont implantées dans des territoires ruraux dans lesquels il n'y a que très peu d'industrie. Et une des conséquences toutes simples, elle est que les centrales nucléaires sont les seules usines, les seuls grands sites d'emploi des territoires dans lesquels ils s'implantent. C'est ce que vous montrent ces différentes cartes, où ce qui est en orange sont les centres de travail liés au nucléaire. Et donc, quand on a 17 ans ou 18 ans et qu'on cherche un stage, la centrale nucléaire, c'est bien souvent le seul endroit vers lequel on peut aller. Et donc, encore, ça structure, ça modifie le territoire. Passons de l'autre côté de la frontière, où la dynamique est totalement différente. En Allemagne, les centrales s'installent dans des tissus industriels très denses. De la même manière, sur cette carte, ce qui est en orange est la centrale nucléaire, et les autres cercles sont les autres sites industriels. Et donc, fermer une centrale nucléaire en Allemagne, ça n'a pas la même conséquence sociale que la fermer en France. Les 600 employés de la centrale nucléaire en Allemagne de Neckarwestheim, quand elle sera fermée, pourront très facilement trouver d'autres emplois. Les conséquences économiques de l'arrivée d'une centrale, c'est l'emploi. En France, c'est surtout la taxe. Les communes du nucléaire en France sont les communes les plus riches. C'est ce que ces deux cartes vous montrent. Plus la commune est rouge, plus il y a d'argent dans le budget de la commune. Si on prend le cas de Palluel, on a 2150% d'argent en plus dans le budget par habitant. Alors, pourquoi est-ce qu'on a autant d'argent ? On a autant d'argent parce que une taxe, qui s'appelle en France la taxe professionnelle, a institué des flux monétaires extrêmement importants entre la centrale et le territoire. Cette taxe, elle est basée simplement sur le coût de la centrale nucléaire. Et comme une centrale nucléaire, c'est un objet technique très complexe, il coûte très cher. Et donc, la taxe qui est payée sur ce coût est extrêmement élevée. Un exemple simple, à Fessenheim, la centrale donne 14 millions d'euros par an au territoire. Cet argent va majoritairement à la commune. À nouveau, ces cartes, elles vous montrent la richesse des communes dans le Haut-Rhin. Et on voit très bien, à nouveau, la commune de Fessenheim. Alors, à quoi va servir cet argent ? Historiquement, au début, les maires des communes vont l'utiliser pour embellir les rues, embellir les bâtiments. Mais assez rapidement, il y a beaucoup trop d'argent pour uniquement l'utiliser comme ça. Donc les maires des communes du nucléaire en France vont utiliser l'argent pour construire des infrastructures de loisirs. Par exemple, des piscines. L'image de la piscine de Fessenheim, petite commune de 1500 habitants à l'époque, qui peut construire une piscine olympique. Là, cette image, c'est des images des restes des ruines de la piscine. Puisqu'en anticipant le fait que la centrale a été fermée, la mairie a décidé de fermer la piscine. Mais la piscine, c'est finalement l'infrastructure la moins impressionnante. À Saint-Vulbas, qui est une commune pas tellement loin de Lyon, la commune va construire un palais des congrès, plus grand que ceux qu'on peut trouver dans les villes qui font 100 000 à 120 000 habitants. À Saint-Vulbas, toujours, on va construire une maison de retraite pour les personnes âgées. On va construire une grande médiathèque avec plus de 100 000 livres. Pour finir, on va appeler cette commune, ou ces environs de la commune, l'émirat. Et dans ces régions du nucléaire, les communes qui abritent des centrales nucléaires vont tous avoir le même surnom. Les appeler les Émirats, les petits Koweït, les petites Arabie Saoudite. Puisque comme ces pays du Golfe vivent sur une rente, une pétromonarchie, les communes du nucléaire vivent sur une rente énergétique. Ce qui va compter le plus pour les gens, c'est pas tant les infrastructures que plutôt les services à la personne. L'argent va permettre de mettre en place des services qui créent de l'attractivité pour le territoire. On va par exemple créer des bourses pour que les élèves puissent partir à l'université. Ou bien on va encore créer des subventions pour faire venir des médecins dans ces territoires ruraux qui en manquent cruellement. Donc plus que les infrastructures, les choses qui attachent les gens au nucléaire, c'est les services qu'il permet d'avoir.
À nouveau, passons la frontière et décentrons le regard pour voir qu'en Allemagne, les communes du nucléaire n'ont absolument pas les mêmes bénéfices et les mêmes revenus. En Allemagne, la taxe qui est sur les centrales nucléaires, elle varie d'une année à l'autre. Pour une raison toute simple qui est qu'en Allemagne, la taxe, elle n'est pas basée sur le prix de la centrale, mais sur la production d'électricité. Et donc, d'une année à l'autre, on peut avoir énormément d'argent ou rien du tout. Donc, pour les maires allemands du nucléaire, il est impossible de faire la même chose que les Français. Ce qui fait que pour reprendre une phrase que m'a dit un maire allemand d'une commune du nucléaire, en Allemagne, les centrales nucléaires sont des sites politiquement sensibles, mais socialement banals. Alors, quand la centrale nucléaire est sur son territoire, elle le transforme, bien évidemment parce que, comme je vous l'ai montré, elle a des caractéristiques particulières, mais aussi parce qu'en France, comme je vous l'ai dit, il y a un seul opérateur, EDF, qui va mettre en place des stratégies afin d'assurer son intégration sur le territoire. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Et le premier, c'est un point qui est propre à la France, que on ne trouve pas avec les centrales nucléaires japonaises. Les centrales françaises sont pour la plupart installées à côté de rivières. Et une centrale nucléaire, pour fonctionner, elle a besoin de beaucoup d'eau. Et cette eau, il est utilisé pour refroidir la centrale. Et quand l'eau est rejetée dans la rivière, l'eau est plus chaude. Et EDF a eu très peur que le fait de réchauffer l'eau puisse créer des conflits avec les agriculteurs. Ce qui est une réalité puisque les premiers conflits qui émergent en Allemagne émergent contre les vignerons. Donc pour éviter d'avoir ces conflits qui arrivent et qui émergent, EDF va essayer de trouver des moyens d'utiliser l'eau chaude. On va utiliser l'eau chaude pour chauffer des serres dans lesquelles on va faire des fleurs ornementales ou pour chauffer de l'aquaculture. Principalement, ces deux cas n'ont pas bien marché et sont vraiment presque tous restés à l'état de test. Mais parfois, on a eu des exemples un peu plus exotiques. Avec par exemple, pas loin de Lyon, l'eau de la centrale nucléaire qui a permis de chauffer un petit zoo dans lequel on avait des crocodiles et des alligators. Mais derrière le côté comique de la situation, cet exemple, en fait, il nous montre qu'EDF a compris son territoire et a mis beaucoup de stratégies pour assurer qu'il n'y ait pas de conflit. Un exemple, encore un autre, plus flagrant encore, c'est celui de la commune de Belleville-sur-Loire dans la vallée de la Loire. EDF, comme à son habitude, quand il construit la centrale nucléaire, va construire des logements pour les salariés. Donc, sur la carte, la centrale se trouve ici. Ici se trouvent les cités qu'EDF va construire. Les cités EDF sont ségrégées. Elles sont détachées du bourg historique. Parfois, elles ont leur propre école, leur propre gymnase. Et donc, cette vie séparée entre ce que les gens appellent les EDF et les autres va créer des tensions très fortes qui vont exploser le jour où EDF décide de construire la cité pour ses cadres sur la seule colline de la région. Et donc, alors qu'il y avait déjà un sentiment de ségrégation, là, il y a un sentiment de domination. Alors, comment s'exprime cette crise ? Tout simplement, il va y avoir pendant des semaines des bagarres très fortes entre les adolescents, enfants des EDF et enfants des autres qui habitaient. EDF avait vraiment peur que ces petits conflits de pacotille puissent finalement mener à des conflits antinucléaires. Et c'est pour ça qu'à nouveau, de manière très intelligente, à partir de cet incident, EDF va donner de l'argent à ses employés pour acheter des maisons dans les villages historiques et non plus à l'extérieur, pour essayer d'éviter au maximum d'avoir ces concentrations qui font des confrontations. Bien évidemment, l'autre stratégie, et peut-être une des plus importantes de la part d'EDF, c'est la subvention aux associations. Tout simplement, les photos que vous pouvez voir vous montrent les clubs de sport de la commune de Fessenheim, sur lesquels on trouve à chaque fois, bien évidemment, la centrale comme principal et unique subventionneur. Alors, ce qui est intéressant à nouveau, c'est juste, et encore, de dire qu'en faisant ça, la centrale vient occuper un nouveau temps de la vie. On travaille à la centrale finance la piscine, la centrale finance la maison de retraite, et la centrale finance la culture et les sports. Et ce qui est intéressant, c'est que ces subventions, en réalité, elles sont directement pensées depuis le centre d'EDF. C'est à Paris qu'on signe les conventions qui vont mettre en place les subventions sur le territoire partout en France. Ces subventions, EDF va les cibler sur 3 éléments. Le sport, le social et l'environnement. Alors, qu'est-ce que EDF va faire dans l'environnement ? À l'échelle locale, EDF va créer des associations environnementalistes. Mais de manière plus forte, ce que vous montre cette carte, c'est qu'EDF va créer autour des centrales nucléaires des zones naturelles protégées, dans lesquelles elle va mettre en scène la nature. Pour une raison très simple, en fait.
les centrales nucléaires sont des zones naturelles intéressantes. Ça peut sembler absolument paradoxal, mais en fait, les centrales nucléaires sont des lieux dans lesquels il n'y a que très peu d'hommes. Et les hommes sont situés, finalement, dans des lieux bien précis et ne vont pas partout dans la centrale. Et donc, les espaces naturels qui sont à côté de la centrale ou proches de la centrale sont protégés de la présence de l'homme et deviennent alors d'intérêt naturel. Et finalement, la nature s'y développe sans l'homme. Un exemple qui fait toujours sourire, il est dans le nord de la France, une centrale qui s'appelle Chou. C'est là-bas qu'on a retrouvé des loutres pour la première fois en France. Puisque tout simplement, les abords de la centrale n'étaient pas utilisés par l'homme. Et EDF a très bien compris l'intérêt naturel de ces abords des centrales. Et donc l'entreprise a mis en place des zones naturelles. Par exemple, ici, on est à côté, pas trop loin de Bordeaux, où le EDF et la centrale nucléaire ont mis en place une zone naturelle dédiée à l'ornithologie à côté de la centrale. Et EDF embauche des guides naturalistes pour animer des visites de cette différence. Évidemment, pour EDF, il y a là une utilisation stratégique d'un territoire qui a une valeur très forte. En montrant que la nature peut se développer, voire même être exceptionnelle, on vient confirmer que l'industrie nucléaire est finalement une industrie banale. Pour toutes ces raisons, la modification du territoire sociologique, politique, économique, démographique, et aussi grâce à ces stratégies qui ont été mises en place par EDF, il s'est construit en France une opposition contre la fermeture des centrales. Et cette opposition à la fermeture, elle n'est pas prise en main par des populations locales, par des gens absolument normales, entre guillemets, mais par les collectivités territoriales, par les élus des collectivités territoriales. C'est ce que cette carte vous montre. Cette carte, elle est à l'échelle de la région de l'Alsace. Tout ce qui est en orange sont des communes dans lesquelles on a voté contre la fermeture de la centrale. Et tout ce qui est en vert sont des communes dans lesquelles des élus ont voté pour la fermeture de la centrale. Vous vous souvenez des premières cartes que je vous ai montrées? On retrouve presque parfaitement les communes dans lesquelles on a la démographie, la sociologie et la politique qui ont été transformées. Une autre explication au soutien à la centrale, il est à chercher dans le profil des élus de ce territoire. Bien souvent, les maires, les adjoints des maires ou les conseillers municipaux travaillent à la centrale. Et là, c'est une particularité du nucléaire en France où les salariés du nucléaire sont très politisés. On retrouve une chose que je vous ai parlé déjà auparavant, qui est le poids de ce syndicat qu'est la CGT. Et donc, on revient à cette banderole qui était finalement au départ, parce que cette banderole, en fait, elle est accrochée par les élus et par une association qui s'appelle Fessenheim Notre Énergie, qui est créée par les élus. Ce que j'aurais dû mettre, c'est le verso de cette banderole. De l'autre côté, il y a écrit « Sauvons la centrale, sauvons les services publics ». Car si on s'oppose à la fermeture de la centrale, c'est aussi parce qu'on s'oppose au départ de l'État. Et c'est ce que cette bande dessinée qui est publiée dans le magazine de la région montre en fait simplement cette question du départ des services publics. Pour la résumer, en fait, la bande dessinée, le petit bonhomme qui représente un Alsacien, va dire « On ferme le commissariat, on ferme la gendarmerie, on arrête le train à grande vitesse, on ferme la prison, et finalement, on ferme la centrale nucléaire. » Et donc, la centrale nucléaire, c'est pas juste un lieu de production d'énergie en France, mais c'est le symbole de l'État dans le territoire. Et la fermeture de la centrale, elle s'inscrit dans cette crainte de voir l'État partir. Et donc, vous voyez cette transformation complète du territoire, sociologique, politique, démographique, économique, a une conséquence qui est très simple, qui est que finalement, c'est l'identité du territoire qui est liée à la présence de la centrale. Et on le voit assez bien sur les logos des communes dans lesquelles on trouve des centrales, où on va retrouver l'atome, ou bien la centrale nucléaire, qu'on va retrouver sur les logos des associations de communes. Et c'est bien là un point qui me semble important à garder en tête. Quand on ferme une centrale nucléaire, on ne ferme pas juste une usine, on ferme aussi quelque chose qui a structuré l'identité du territoire. Elle a structuré le territoire parce qu'aussi, tout simplement, elle était présente dans le paysage tout le temps. Et il y a finalement peu de gens qui, en Alsace ou dans d'autres régions dans lesquelles on trouve des centrales nucléaires, n'arriveraient pas à repérer dans le paysage cet élément qui fait bloc. C'est donc finalement un objet avec lequel on vit tout le temps, qu'on oublie parfois, mais qui est toujours présent. Bien évidemment, si la présence de la centrale a transformé l'identité du territoire, l'opposition au nucléaire l'a fait tout autant. 50 années, un demi-siècle de conflit ne peut pas laisser de traces. Et à nouveau, le cas de Fessenheim est extrêmement intéressant. La centrale est située, je vous le disais, à la frontière entre l'Allemagne et la France, et dans les années 70,
quand les gens s'y opposent, pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils retraversent la frontière. Pour beaucoup de ces gens qui vont, à 20 ans, 25 ans, 30 ans, aller se battre contre la construction de la centrale nucléaire, ils ont vu leurs parents ou leurs grands-parents se battre les uns contre les autres. Et donc, traverser la frontière, aller retrouver celui qui était l'ennemi auparavant, a permis de reconstituer une identité locale très forte. Et d'ailleurs, une conséquence toute simple est encore présente aujourd'hui. Beaucoup des membres qui ont créé le Parti vert français ont participé à ces mouvements d'opposition à Fessenheim. Et le parallèle est vrai en Allemagne. C'est dans ces conflits que sont nées les personnalités qui créeront après les grands mouvements antinucléaires et les grands mouvements écologistes de part et d'autre de la frontière. Alors, de manière aussi extrêmement importante, l'opposition face au nucléaire va permettre de recréer des identités locales face à un État central. C'est la photo que vous voyez ici d'une manifestation pas très loin de Colmar, pas très loin de Fessenheim, où les drapeaux rouges et blancs que vous voyez sont les drapeaux historiques de l'Alsace. C'est dans l'opposition aux centrales nucléaires que l'on va retrouver les partis autonomistes, les partis régionalistes, puisque finalement le nucléaire est le symbole de quelque chose qui a été ou qui est perçu comme imposé par l'État, sans que les régions n'y aient jamais consenti. Et c'est ici quelque chose qu'on va retrouver absolument partout en France. Dans les années 70, l'opposition au nucléaire va permettre à des mouvements régionalistes de renaître. Vous voyez donc que depuis finalement des choses très prosaïques comme l'évolution de la démographie, l'arrivée d'une centrale nucléaire modifie le territoire jusqu'à son identité la plus profonde. Et finalement, comme le temps passe rapidement et que je laissais quand même un peu de temps aux questions, je vous amène à 3 conclusions très rapides. La première, elle est qu'aujourd'hui, ensemble, nous n'avons parlé que d'un seul type de territoire nucléaire. Ce sont les territoires dans lesquels on trouve des centrales qui sont en fait les territoires les plus évidents. Mais la réalité, c'est que l'industrie nucléaire crée des territoires partout, bien au-delà des lieux des centrales. Certains de ces lieux sont très évidents aussi, les lieux dans lesquels on va devoir stocker ou gérer les déchets nucléaires, mais d'autres sont bien plus cachés, comme par exemple les territoires dans lesquels on construit les centrales nucléaires. Et il ne faut pas oublier ces territoires qui sont souvent sous le radar, comme par exemple en France le cas de la commune de Chalon-sur-Saône, dans laquelle vous n'avez pas de centrale nucléaire, et qui est pourtant le lieu historique dans lequel toutes les centrales nucléaires françaises ont été construites, puisqu'il y a les fonderies qui ont créé les éléments principaux des centrales. Et ce territoire dans lequel il n'y a pas trace de radioactivité n'est pas moins lié à l'industrie nucléaire que tous les autres sites dans lesquels il y a des centrales. Ma deuxième conclusion, elle est liée à la première, et était de dire qu'aujourd'hui nous avons parlé uniquement de lieux bien précis. Mais en réalité, les centrales nucléaires ne peuvent exister que parce qu'elles sont en réseau, toujours avec d'autres sites. Et ces sites sont en réseau d'une manière très très complexe. L'image que vous avez devant vous, elle est tout simplement les réseaux qu'il faut pour alimenter, qu'il fallait en 2011, au moment de la catastrophe de Fukushima, pour alimenter la France en uranium. Les centrales nucléaires, qui sont ces sites bien installés dans des territoires, sont en réalité en réseau avec le Niger, l'Ouzbékistan, le Canada, pour fournir leur combustible d'un côté, mais de l'autre côté, ces centrales nucléaires sont aussi en réseau avec des lieux qui vont accueillir leurs déchets. Et finalement, il faut plutôt arrêter de parler des territoires du nucléaire uniquement comme des sites bien localisés pour comprendre les réseaux très complexes dans lesquels ils vont s'insérer. Ma troisième conclusion, elle est plutôt une interrogation. Quelle que soit notre position citoyenne sur le nucléaire, une centrale est une usine qui a une fin de vie obligatoire. Que l'on puisse les augmenter jusqu'à 60 ou 80 années, comme on peut le faire aux États-Unis, n'empêche pas le fait que certains éléments des centrales ne sont pas remplaçables. Et donc la question qui doit nous interroger tous, c'est de savoir comment est-ce qu'on prévoit l'après, non pas l'après nucléaire, mais l'après nucléaire pour ces territoires en particulier. Comment est-ce qu'on pense la reconversion d'un site qui a été structuré pendant 50 ans par le nucléaire jusqu'à son identité, sa dynamique politique, sa dynamique sociologique, comment est-ce qu'on pense l'après dans un territoire comme ça? Et ici s'arrête tout simplement le travail du chercheur et vient le travail du citoyen qui doit répondre à cette question de son côté. Car ce qui est bien important, c'est que c'est ni aux chercheurs, ni aux politiques, mais bien aux citoyens qui vivent sur ce territoire de réfléchir à l'après. Je vous remercie.
À votre première question sur l'Allemagne, je réponds en deux temps. Pourquoi majoritairement dans les villes? La première, elle est simplement parce que la densité de population en Allemagne est très élevée. Donc il y a peu de choix sur où on pouvait mettre des centrales. Et là, il y a une grande différence entre l'Est et l'Ouest. Parce que les centrales nucléaires à l'Est, en ex-RDA, elles étaient dans les campagnes. Elles ont été fermées en 1990. Et la deuxième réponse, elle est simple aussi. Pourquoi les centrales sont proches des villes? C'est parce qu'en Allemagne, les villes, les communes étaient les exploitants de certaines centrales. À votre deuxième question, je répondrai qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps pour en parler. Mais peut-être juste un point qu'il faut éclaircir et qu'il est important de dire. La fermeture des centrales nucléaires en Allemagne, ce n'est pas une question d'environnementalisme, c'est une question d'économie. En Allemagne, il y avait plus d'acteurs économiques qui avaient intérêt à ce que les centrales ferment. À votre troisième question, là malheureusement ça dépasse mes compétences. De ce que j'ai pu voir des peu de temps que j'ai passé dans la région de Fukushima, c'est qu'on a un territoire dans lequel on a une identité qui est totalement transformée et qui me semble balancer entre des projets nouveaux, comme tous ces projets renouvelables, et des références faites à des identités anciennes, comme tout le travail autour des rizières. Et votre quatrième question, elle est vraiment, vraiment intéressante. Parce qu'en France, on ne pense pas à la question de la dépendance. On n'en parle pas. C'est finalement au moment de la fermeture de la centrale qu'on se rend compte qu'on était dépendant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas servi aux autres communes dans lesquelles il y a des centrales nucléaires. On n'a pas de débat dans ces communes sur l'après. La première partie de votre question, enfin de votre remarque, oui, totalement, la France, pour le moment, n'exploite pas ses mines d'uranium. N'exploite plus ces mines d'uranium. Et on en a encore aujourd'hui. On a encore largement de quoi faire si on voulait l'exploiter. Mais vous avez entièrement raison, pour le moment, on l'importe. En France, en réalité, on pense que l'uranium, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la manière dont on produit le combustible. C'est-à-dire qu'on importe l'uranium et on le transforme en combustible en France. Et c'est dans ce cadre-là qu'on pense l'indépendance. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait d'avoir de l'uranium, mais d'avoir la capacité de le transformer en France. Et ça, c'est le discours politique. À votre deuxième remarque sur la liaison avec le nucléaire militaire, aujourd'hui, elle se délite beaucoup, cette liaison. Parce que les acteurs ne sont plus les mêmes. Le commissariat à l'énergie atomique, qui était l'administration qui gérait le militaire et le civil, est aujourd'hui en train de perdre de sa force dans le nucléaire au profit d'EDF et au profit d'Orano. Et par exemple, aujourd'hui, on a de plus en plus de fuites des cerveaux depuis le CEA vers EDF, de personnes qui travaillent dans le nucléaire. Ce qui est regretté par beaucoup, puisque ça permettait d'avoir des compétences des deux côtés ensemble au même moment, alors que maintenant, on n'a plus ces compétences. À Fessenheim, on a voté pour l'extrême droite. Ce qui est particulier puisque cette zone qui est proche de la frontière vote normalement très peu pour l'extrême droite. Il y a aussi une explication à ça qui est que l'extrême droite avait fait localement un gros travail de soutien à la centrale. Non, on n'a pas eu d'éviction. En réalité, les agents des centrales ont plutôt racheté des maisons qui étaient à l'abandon et ils les ont retapées. Ce qui du coup a amélioré les relations avec les gens localement parce qu'ils ont retapé les maisons dans la tradition. Non, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si vous avez raison, on est dans une zone qu'on pourrait penser culturellement allemande.
En fait, la relation qu'ont les gens qui habitent dans la commune à Fessenheim est la même que ceux qui habitent dans d'autres régions.